Elle sait à quoi elle a échappé. Ce à quoi d'autres n'échapperont pas. Le désespoir des beuglans de province, sans l'espoir jamais de s'en évader. Au mieux, la compassion d'un sous-officier de la garnison. Au pire, le maigre cachet arrondi en faisant la salle. Nulle part ailleurs qu'au music hall, la détresse côtoie-t-elle ainsi le succès et la pénurie succède-t-elle à l'opulence. À cela, il y a des causes et parfois de profonds bouleversements culturels. Sans que les intéressés le sachent encore bien, l'apparition du cinéma, pire, son intrusion même au sein du spectacle de music hall. On voit alors l'exode vers les jeunes studios de ceux qui vont fournir le meilleur apport à ce qui n'est pas encore un art et que les gens du music hall vont durablement irriguer. Comme chez Gaumont, avec la troupe des Pouitz, tous venus des scènes de variété. Comme chez Pathé, avec la personnalité subtile de Max Linder, autre échappé de La Cigale et de Parisiana. Max amène à l'écran son ami Harry Fraxon, le charmeur au piano, d'abord connu comme Pitre aux Folies Bergères. Ils entourent ici Jeanne Renoir dans L'Endiablé, Entente cordiale de 1912. Qui se doute que derrière la jovialité du créateur de Revient, filmé à Deauville, dans la compagnie de Furcy, se cache un drame familial. Cela éclate en décembre 1913. La une des journaux étale ce titre stupéfiant. Fraxon, tué par son père de plusieurs coups de revolver. Une foule énorme suit l'enterrement du chanteur, privilège réservé aux héros et aux saltimbanques. Le dernier fait divers de l'année 1913, qui n'aura pas été avare de sensations fortes, Raymond Poincaré succède à Armand Fallières à la présidence de la République. Première traversée de la Méditerranée par Roland Garros. Noyade des enfants d'Isadora Duncan. Nouvelle saison des ballets russes de Serge Diaghilev, ou essai réussi du vélo torpille d'Étienne Buneau-Varilla. Mais surtout, on a retrouvé la Joconde, volée en 1911. Rip, notre meilleur revuiste, trouve là de quoi tailler un rôle sur mesure à Marie Marville, la plus savoureuse de nos commères. C'est elle qui a amené la petite Yvonne Printemps au music hall. On ne compte pas alors celles qui cessaient à charmer le public de leur esprit autant que de leur galbe. Mademoiselle Bernice s'est habillée plus qu'à l'ordinaire pour présenter la mode au bois, et la belle Germaine Sombray, venue elle aussi des Folies Bergères, fait mine d'être très comme il faut pour poser sur les hauteurs de Saint-Cloud. Mais la plus capricante, c'est cette Jeanne Marnac, dont tout Paris savoure la gouaille et le chic. Elle se fait filmer avec André de Fouquières, dont on assure qu'il est l'arbitre des élégances de la Troisième République. Et l'élégance, voilà un domaine où Marnac ne craint personne. Elle a compris avant Mistinguett, sa future rivale, que le contraste était la loi du music hall. Aussi ne craint-elle jamais de s'enlaidir pour, au final, n'en resplendir que mieux. Mais pour le moment, Mistinguett se soucie peu de Marnac. Elle est toute à son poulain, le petit chevalier dont elle guide la jeune carrière. Bien qu'elle semble ici s'en réjouir, elle va l'arracher aux pastiches, aux imitations des grâces équivoques de Mayol pour le mener sur sa vraie voie. L'humour élégant dont Maurice, en ses premières années, n'est guère prodigue. Sans doute, Mayol, quoiqu'il ait l'esprit d'applaudir cette caricature, ne témoigne-t-il pas d'une incontestable virilité? Mais cela ne fait-il pas partie, après tout, de son charme et de son succès? C'est très malhonnête, c'est vilain propos, je n'ai
pas pour amant, c'est faux, vous jure sur ma tête. Le voisin d'en bas, car c'est celui qui habite en haut. Cependant, le grand fantaisiste souffre de ces rumeurs malveillantes. L'été 1913, à Deauville, il demande à Mistinguett d'accepter de monter un coup, leur mariage. Cela fait rire tout le monde. Le bon Félix se voit contraint d'adopter le profil d'un philanthrope, exclusivement attentif à l'encouragement des sportifs de sa ville natale de Toulon, à qui il offre un stade en 1920. Il va ouvrir sa maison à ses camarades déshérités, un clos Mayol, où viennent se reposer, à l'abri des aléas du métier, les malchanceux du music hall. Sur chaque fronton, le rappel d'un des succès qui a permis tant de générosité. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah, oh, petit matelot qui dort au bord de l'eau, loin de sa fiancée chérie. Lila blanc, montée du cœur de Lila blanc. Félix Mayol se pose aussi en bénisseur d'union des plus légales, en apparence. Car le mariage de son ami, le comique Senga, avec celle que le tout Paris interlope appelle la Sassi, couvre une opération tant immobilière que galante, dont le grand public ne connaîtra jamais les dessous. Décidément, Mayol est honorable. On le filme applaudissant Théodore Botrel, et Botrel est au-dessus de tout soupçon. Chantre de la Bretagne bretonnante, patriote éperdu et grand admirateur de Paul Déroulède, l'adversaire résolu de la République. C'est Mayol qui chantera sa célèbre Pimpolaise et en fera un triomphe populaire. J'aime surtout la Pimpolaise qui m'attend au pays breton. Mayol, ambassadeur itinérant de la chanson française, ici à Barcelone parmi ses admirateurs en 1919. Mayol, qui dès le début de la guerre de 1914 se porte aux avant-postes pour distraire de ses refrains déjà caducs des troupiers hagards. Bien entendu, il n'est pas le seul à aller ainsi revigorer nos poilus. C'est tout le music hall parisien qui investit les granges et les salles paroissiales du Nord et de l'Est. On voit Jeanne Pierly, échappée des Folies Bergères, s'y entortiller de tricolore. On voit Musidora, hier si vénéneuse, se draper de lin blanc pour aller étreindre nos couleurs avant d'apprécier la parfaite galanterie des habitants des tranchées. À l'arrière, ces mains de femmes, naguère exaltées par Mayol, elles sont aujourd'hui à la dure. Guerre et music hall fourbissent leur légende. Cette Madelon, on oublie qu'elle fut créée sans succès à l'Eldorado par Bach en 1914. Tout le monde la chante, la veut, et bien des gens et des lieux abusivement l'ont vue naître. Rose Ami, ainsi, la célèbre, à Fontenay-sous-Bois. Il y a des Madelons vivantes, comme Eugénie Buffet, qui autrefois inventa le style pierreuse, et s'est alourdie pour aller rasséréner ces chers blessés qui la nomment Caporal Nini. Bout de feu en chef, Théodore Botrel modifie les paroles de ses anciens succès bretonnants pour aller vanter à l'arrière du front les charmes de la Mimi mitrailleuse et de Rosalie, la belle, bonne et sanglante baïonnette. Et nous chantons à ta gloire, vers ta gloire, tout en vidant nos bidons, vivantons. Quant à Félix Mayol, il ne peut résister à l'offre de Louis-Lucien Clotz, ministre des Finances, et s'en va chanter rue de la Paix pour le 3e emprunt de guerre. Avec le sourire, nous devons souscrire au nouvel emprunt français qui nous donnera le succès. Faut vider nos poches pour chasser les boches et faire un placement qui donnera largement tout près de 6 francs pour 100. On se dit que la belle époque est décidément bien morte. Les faits divers eux-mêmes le soulignent, comme lorsque brûle le Moulin Rouge en février 1915. La canaillerie d'autrefois s'en était bien enfuie. On y donnait une revue évidemment tricolore.
La guerre et ses ruines semblent ne jamais devoir finir, même ici, place Blanche. Mais voici enfin, juillet 1917, les premiers Américains à Saint-Nazaire et à Bordeaux. Passé l'émotion patriotique, on se demande ce qui est le plus étrange de leur chapeau de boy scout ou de cette curieuse musique sur laquelle ils se dandinent en défilant. Il est temps pour nos meneuses de revue de se coiffer de casquettes alliées. Temps pour elles d'apprendre de nouveaux pas et de nouveaux refrains. Car avec les Yankees, ce n'est pas seulement l'assurance de la victoire qui a traversé l'Atlantique, c'est le jazz band. Le 12 décembre 1917, le Casino de Paris ouvre ses portes avec la première revue jazz de l'histoire de notre music hall. Laisse-les tomber. On voit rue du Clichy des permissionnaires casqués à qui on en offre une représentation exceptionnelle. Imaginons un peu devant cette salle bleu horizon, cet oiseau de paradis rose et blond, la divine Gaby Delis. Gaby eût-elle vécu plus longtemps, et la face du music hall en eût été changée. Mais elle disparaît en 1920, laissant son exemple, ses plumes et la voie ouverte à Mistinguett. 1918. 48 heures après l'armistice, on crée au Bouffe parisien Fifi, dont la grivoiserie et les petites femmes déshabillées doivent beaucoup au music hall. C'est le coup d'envoi des années folles avec leur cortège de tabous contournés. Les femmes que la guerre a émancipées se sentent des jambes et des ailes. Elles adoptent une esthétique où s'exprime non seulement l'influence des ballets russes, mais aussi celle de la revue. Le ruissellement de perles et de motifs qui vont s'agrandissant jusqu'à la démesure. Dans les fermes d'autruche, la razzia a repris. C'est qu'il faut alimenter l'industrie renaissante de l'article de Paris et la fantaisie des créateurs qui n'ont jamais autant marié les inconciliables. La haute mode avec la bimbeloterie, l'élégance urbaine avec les panaches de la scène, l'or factice des lamets. Tels sont les oukases de ceux qui œuvrent à la splendeur des années 20, à l'inventivité de son spectacle type, la grande revue. Mais nous n'en sommes pas là encore. Et la grande tradition du café-concert n'en finit pas de mourir. Chaque quartier de Paris possède sa salle de spectacle où peut encore s'exprimer son âme. Dans Sagos, un film d'Henri Desfontaines de 1920, on peut saisir le climat quasi religieux qui y règne, à l'heure où entre en scène, sous les traits d'Elmire Vautier, la goualeuse, favorite du public populaire. Ce genre a sa souveraine, Damien, et ses hymnes, telle La femme à la rose, que Gaston Gabaroche lui écrit en 1923. Ce soir à sa beauté, car demain vous la verrez tant pis.